Les experts basket saison 2 épisode 18, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission sur Monaco Info en compagnie de notre expert Ali Traoré fraîchement rentré de Berlin. Comment ça va Ali ? Eh bien ça va très bien, vous savez, c'est toujours un plaisir d'être avec les experts, donc j'ai voulu venir directement de l'aéroport pour vous donner mon expertise sur la dernière quinzaine de la Roca Team. Et ça nous fait plaisir, on parlera d'ailleurs de ce Final Four d'Euroleague dans votre chronique préférée, le point d'Ali, mais avant on va attaquer par le débrief des playoffs de Betclic Elite. Ça a commencé cette défense du titre de champion de France, mon cher Ali, par les quarts de finale face au Portel, avec un sweep, victoire 2-0 pour nos Monégasques, un premier match où Monaco s'est fait peur, mené largement à la mi-temps, mais s'est imposé finalement 85-78, et puis ensuite ils ont fait le boulot tranquillement, 101-70 là-bas du côté du Portel. Logique respectée, Ali, dans ce quart de finale. Oui, tout à fait, logique respectée, en plus dans un contexte un peu difficile, parce qu'il y a pas mal de blessures dans l'effectif de la Roca Team. Les joueurs présents ont fait le taf, notamment avec un Jordan Lloyd de très haut niveau, Mathieu Strazel qui fait le taf, Eli Okobo, Alpha Diallo. Donc personnellement, il n'y a pas grand-chose à dire. Monaco, c'est 20 classes d'écart par rapport au Portel. Donc next. Ça fait plaisir de voir Jordan Lloyd à ce niveau-là, qui a eu une saison compliquée, gêné par ses blessures au dos, le revoir comme ça, pas au sommet de son art, mais sur le bon chemin, c'est intéressant pour la suite. Bien sûr, c'est intéressant. On le sait, c'est un joueur extrêmement important pour cette équipe. Cette saison a été perturbée par beaucoup de blessures, donc il a eu du mal à trouver son rythme, et là je trouve qu'il revient à son meilleur niveau, au meilleur moment, pour défendre ce titre. Un mot sur le Portel, le plus petit budget du championnat de Betclic Elite qui va comme ça en play-off, 8e position. Superbe saison, il faut aussi leur tirer un coup de chapeau. Oui, bien sûr, alors surtout qu'ils ont commencé la saison de façon assez ignoble, alors pas autant que Gravelines, mais ils ont su signer les bons joueurs au bon moment, et voilà, c'est une équipe qui a une résilience incroyable, parce que chaque année, on se dit que le Portel va descendre, oui. Chaque année le Portel est là, et en plus de ça, cette fois-ci ils sont arrivés en play-off, donc clairement un gros chapeau du côté du Schnorr, et on va continuer à vous voir en Betclic Elite la saison prochaine. Une petite analyse du travail du coach peut-être, Éric Girard, qui est peut-être la pierre angulaire de ce projet-là. Le coach GM président, vous voulez dire, oui. Éric Girard. Oui, c'est quelqu'un c'est un entraîneur reconnu. Éric, il sait très bien faire avec très peu de moyens, mais il a un système bien rodé, avec une philosophie de jeu qui fait que ça suffit amplement pour faire des résultats comme ça. Vous le disiez tout à l'heure, next, la suite c'est Bourg-en-Bresse, c'est un adversaire d'un tout autre calibre dans ces demi-finales. Il y avait déjà eu 2 matchs de saison régulière entre les deux formations, ça s'était terminé par une victoire partout, et c'est le score actuel, Ali, pour l'instant, après 2 matchs dans cette série de playoffs. Il y a un partout, après un premier match... maîtrisé, mais pas trop non plus, mais cette fois-ci, c'est pas passé. Bourg-en-Bresse, on sait, c'est une équipe extrêmement dangereuse, dans le sens où ils ont une vraie académie de jeu. Ouais. C'est une équipe qui joue très très bien au basket, qui est très très agressif au rebond, notamment avec Zachary Rizaché. Ils sont bien sûr. Ils sont grands, ils sont déliés, donc ils posent des problèmes à Monaco, dans le sens où ils sont plutôt athlétiques aussi. Donc si Monaco rentre dans les matchs pas avec la bonne attitude, c'est-à-dire avec la volonté de stopper les attaquants de Bourg, il est déconvenu comme au match 2 peuvent arriver. Avec cette défaite 83-73 lors de ce match 2, avec cette statistique bien vilaine, 4 sur 26 à 3 points pour Monaco. C'est là, à chaque fois, j'ai envie de dire que le bas blesse côté monégasque l'adresse souvent dans les défaites. Ouais, le problème récurrent de cette équipe depuis la saison dernière, on a vraiment du mal à être consistant à 3 points. Alors là, j'ai la stat Euroleague en tête, pas vraiment celle de la Betclic Elite, mais vous ne voudrez pas. Pendant la saison, ça chutait beaucoup mieux, plus de 40%, ouais. Mais ça a commencé à s'écrouler à partir des playoffs. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un déficit de confiance. Donc, on sait que l'adresse, c'est volatile, ça va, ça vient. Monaco a l'habitude de faire 100, mais la vie est quand même beaucoup plus facile quand ça rentre, quand même. Vous êtes un bien beau philosophe. Il y a une déclaration de Sacha Obradovic suite à cette défaite dans le match 2. Le pire poste pour un entraîneur de basket, c'est être entraîneur de Monaco lors d'un week-end de Grand Prix. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la concentration des joueurs n'était pas placée au bon endroit. Après, vous savez, c'est dur, j'ai vécu ça aussi, quand j'étais joueur de la Roca Team en 2018, où on était en plein milieu des playoffs, et voilà, c'est la fête, il y a de la musique. Quand on habite à Beau Soleil, on entend la musique qui rentre dans les appartements, donc ça forcément, vous inspire pour descendre on veut participer, c'est dur, c'est dans la nature humaine. Mais c'est clair que c'est pas vraiment le bon moment, et je comprends le message qu'il veut faire passer. Il faut rester concentré. Alors je me dis que vu que maintenant le Grand Prix est terminé, et surtout que le prochain match est à Bourg-en-Bresse, où il y a beaucoup moins de choses à faire, et les joueurs seront beaucoup plus concentrés.
Est-ce que Monaco est en danger finalement? Un partout, 2 matchs à venir à l'extérieur à Bourg. Est-ce qu'il y a une possibilité réelle que Monaco soit éliminé là-bas? Monaco est en danger, oui, par rapport à la qualité de l'adversaire. On n'oublie pas que le Bourg-en-Bresse est quand même la finaliste de l'Eurocup. Oui. Donc clairement, mais mon petit doigt me dit quand même que Monaco va sortir un gros match 3. Parce que forcément ils seront concentrés et c'est une équipe à réaction, hein. C'est une équipe qui, quand elle sent le danger arriver, c'est là qu'elle sort son meilleur basket. Donc elle est en danger, mais je reste assez confiant sur les chances monégasques. Faites confiance au pronostic d'Ali Traoré. Vous vous souvenez, lors des émissions précédentes, ça tombe souvent du bon côté de la pièce. Expertise. Bien sûr. Une dernière question, Ali. Une saison sans titre, est-ce qu'on pourrait dire que ce serait catastrophique pour la Roca Team, mais est-ce qu'il faudrait faire un grand ménage à l'intersaison et changer ce qui a été bâti sur les dernières années? Un petit ménage, c'est bien. Alors moi, je suis pas fan de faire table rase sur tout. La saison, elle s'est tenue à quoi? Un panier. Une possession. Une possession face à Fenerbahçe. Et je peux vous garantir, j'en suis persuadé. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est facile de dire après, que si c'était Monaco en demi-finale de l'Euroleague face au Panathinaikos, j'ai quand même de grandes chances que Monaco soit passé en finale. Voilà, une saison, ça tient à rien. Alors si c'était 1, 2, 3, 4 saisons de suite, je dirais, ah oui, faut tout balayer, faut tout changer. Mais ouais, il faudrait des changements, mais pas tout jeter. Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, c'est l'expression que j'avais en tête. C'est magnifique. Et peut-être la venue en plus, c'est illégal. De Nick Calates en meneur organisateur. Les rumeurs qu'on entend, ce serait un vrai plus là pour cette équipe-là. On n'a pas encore ce profil-là. Ce serait clairement un vrai plus parce qu'on a nos 3 mousquetaires là, nos 3 nos 3 pistoleros que sont Mike James, Eli Okobo et Jordan Lloyd, qui manquent assez souvent le discernement dans les moments chauds. Alors un mec comme Calates, ça va pas régler le problème au tir à 3 points, mais même par si contre, il a mis les plus importants, par contre, il va ramener de la tronche quoi. Quand ce sera le moment de mettre la balle sous le bras et de calmer les choses pour trouver les bons spots au bon endroit, ça il sait faire. Il a une expérience monstrueuse. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Roca Team. On va passer au point d'Ali avec une chronique dédiée au Final Four d'Euroleague. Vous étiez l'un des chanceux à y avoir pu vous rendre du côté de Berlin pour l'événement de l'année sur les compétitions de basket européennes, ce Final Four d'Euroleague avec donc la victoire du Pana et l'incroyable redressement du club grec, 17e l'an passé en saison régulière, 9 victoires, 23 défaites, et quasiment 12 mois plus tard, boum, champion d'Europe. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que le Pana a bien fait, notamment durant l'intersaison, pour cet incroyable redressement? Beaucoup d'argent. C'est important en basket. Je plaisante, à moitié. Alors forcément, il fallait le budget pour recruter les joueurs, pour recruter le coach, Ergin Ataman, qui a gagné 2 Euroleague avec l'ANA-WFS. Il fallait aussi que beaucoup de choses cliquent, parce que en général, on le sait, on se dit que pour gagner un titre, il faut du vécu collectif. Cette équipe, elle est pratiquement nouvelle, hein, effectif renouvelé à 90%, pratiquement un nouveau coach, des nouveaux joueurs. Ils ont galéré en début de saison, ce qui est totalement normal. Le vol de Kostas Loukas, le traître de la nation. Le traître à Olympiakos, ça a été déterminant parce que l'a vu en finale, il a fait une finale de feu. Et l'ajout de Kendrick Nunn a fait énormément de bien aussi. Donc il a fallu qu'il y ait quand même beaucoup de choses qui aillent dans le sens du Panathinaikos. Ça a été le cas. Il y a eu le budget, mais il y a aussi la maestria technique d'Ergin Ataman. On dit souvent que c'est pas un super coach technique, mais quand on voit la finale qu'il fait, je pense qu'il a fait un super bon boulot. Et après, il s'est reposé sur les grosses individualités qui sont Kendrick Nunn, Kostas Loukas et notre Mathias Le Sort national, Cocorico. Vous nous tendez la perche, Mathias Le Sort, on va donner un peu ses stats. 17 points, 8 rebonds de moyenne pour lui sur le Final Four, 14 points, 6,3 rebonds en saison régulière, qui est donc le pivot titulaire d'une équipe vainqueur de l'Euroleague. Est-ce qu'on peut parler de revanche personnelle pour Mathias? Il y avait eu certains doutes évoqués sur sa capacité à assumer ce rôle-là. Revanche personnelle pour ça, pour la vie aussi, parce que à notre micro, il nous a dit que il savait même pas ce que c'était l'Euroleague quand il était en Martinique. Son rêve, c'était juste d'être basketteur professionnel. Et maintenant, c'est le meilleur pivot d'Europe. Il est champion d'Europe. C'est une légende aux Partisans, c'est une légende au Panathinaikos. Bien sûr que c'est une revanche personnelle pour lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont douté de lui. Et moi, je suis extrêmement heureux pour lui. Et vraiment, c'est un monstre, quoi. Quand on voit sa progression, je suis impressionné et fier pour lui. J'ai une question du coup, quand on sait que Mathias était à la Roca Team, à Monaco, si on l'avait conservé, quand on voit l'effectif actuel, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas pu déjà gagner l'Euroleague? Oui.
Clairement, vous faites le même effectif, vous mettez un Mathias Le Sort en plein milieu, oui, parce que c'est encore une fois le meilleur pivot d'Europe tout simplement. Donc on peut avoir des regrets par rapport à ça, mais bon avec des si on refait tout. Donc voilà, franchement, faut être juste content de lui, c'est du passé et faut avancer. Retour sur du coup aussi ce titre de MVP pour Kostas Loukas, vous l'avez un peu évoqué, ce génial joueur grec. Passer du coup du statut de traître à héros, c'est particulier quand même. Mais attendez, par contre, on va en parler de ça. J'adore Kostas Loukas, mais le MVP du Final Four, c'était Mathias Le Sort. C'est vrai. Parce que Kostas Loukas a fait une mauvaise demi-finale, ils ont gagné, il a fait une grosse finale. Le Sort, il a fait le taf en demi-finale et en finale. Vous avez dit ses stats, c'est le MVP du Final Four. Après, je sais pas qui vote, mais c'est un sacré escroc. Mais il a quand même été monstrueux, notamment sur cette finale. Tout à fait. L'homme Oni qui sort qui part de l'Olympiakos pour aller au Panathinaikos. Déjà, il faut avoir une belle paire de faire ça, parce que quand on sait la passion des fans, il faut pas avoir peur. Et après, en plus de ça, c'est lui qui donne le titre sur la finale, quoi. C'est lui qui gère le truc d'une main de maître avec maestria. Donc, franchement, encore un pari gagnant. De toute façon, le Panathinaikos, là, s'ils peuvent faire un petit tour au casino, qu'ils n'hésitent pas, parce que les paris, ça marche chez eux. Un Final Four qui était censé être sur terrain neutre, mais expliquez-nous, racontez-nous un peu l'ambiance qu'il y avait dans la salle. Il y avait 99% de supporters grecs. Alors, c'était absolument pas terrain neutre. On jouait à Athènes hier soir. Alors, officiellement, il y avait 11 000 supporters du Pana. 500 à peine du Real Madrid, donc forcément ils y jouent à l'extérieur, mais je pense qu'on avait un petit peu plus que ça. Et voilà, quand il y avait un panier du Panathinaikos, c'est surtout quand le Panathinaikos est revenu au score, la salle, mais je m'entendais même plus parler au micro. Donc pour vous dire l'ambiance absolument démentielle qu'il y avait, c'était franchement c'était un grand moment de basket. Et en tout cas, félicitations donc au Panathinaikos Athènes pour ce 7e titre décroché en Euroleague. On passe à la question du jour. L'an dernier, le numéro 1 de la draft NBA, mon cher Ali, était un Français, Victor Wembanyama. C'était déjà un énorme événement et on risque de faire encore mieux. Nouveau cocorico cette saison pour la draft, avec un doublé Sarr-Rizaché qui sont projetés en numéro 1 et 2 de la draft. Il y a d'autres énormes prospects, Tijdan Salin notamment, Nolan Traoré, qui a été excellent aussi lors de son passage à Saint-Quentin et avec le Pôle France en Euroleague. J'aime beaucoup son nom. Oui, j'imagine. Ma question, elle est simple. Est-ce que la France a le meilleur vivier de jeunes talents au monde ? Clairement, c'est absolument démentiel. Et surtout qu'il y en a encore d'autres qui arrivent. J'ai eu la chance de voir le tournoi ANGT où Nolan Traoré a fait un truc de fou avec ses 45 points et 8 passes décisives. Il y en a encore d'autres derrière qui poussent. Le vivier français est absolument démentiel. Et pour avoir parlé avec pas mal de recruteurs internationaux, voilà, ils nous envient, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe quoi. Et ce que j'ai remarqué, c'est souvent des fils d'eux. Oui. Voilà, des fils d'anciens joueurs ou des filles aussi, parce qu'il faut parler des filles, parce qu'il y a aussi une énorme génération qui est en train d'arriver. Franchement, c'est impressionnant. Moi, personnellement, je suis vraiment impressionné par la jeunesse triomphante française. Comment on l'explique ? C'est du hasard, c'est une génération, c'est le fruit de la formation française. Comment est-ce qu'on peut expliquer tous ces mutants là qui sont en train d'arriver ? Déjà, oui, vous l'avez dit, c'est des mutants, parce que clairement, quand j'ai vois passer devant moi, il y en a qui, la plupart, ils ont ma taille, mais ils jouent ailier, ils jouent arrière, ça n'a aucun sens. Et aussi, clairement, il y a eu un vrai bond qui a été fait sur la formation française. On a souvent dit que les entraîneurs français, nos formateurs étaient pas bons, parce que nos joueurs tactiquement étaient pas formés, c'était juste athlétique. Et là, il y a eu un vrai bond quand je vois la qualité de jeu des jeunes du centre du Pôle France. Je me dis qu'il y a eu un vrai step-up qui a été fait au niveau des entraîneurs. Donc voilà, il y a une génération de mutants, comme vous dites, mais qui sont très bien formés. Donc à force, voilà, moi j'ai l'avenir du basket français est absolument incroyable. Là, il y a un cycle qui va s'arrêter avec l'équipe de France cet été avec les Jeux Olympiques, mais après. Bonne chance aux sélectionneurs de concocter une équipe avec tous ces talents. Qui est pour vous le prospect le plus intriguant dans toute cette liste-là ? Forcément, je vais dire Nolan Traoré. Voilà, l'inverse aurait été étonnant. L'inverse aurait été étonnant. Il est vraiment intriguant dans le sens où il fait 1m95. Il est aussi rapide que Tony Parker. Pour moi, c'est un Tony Parker. Mais plus grand, plus athlétique, avec un meilleur shoot. Donc ça fait rêver quand même. Oui, c'est clair. Avec déjà des belles choses d'entrevue. Donc on le disait, face à des jeunes de sa catégorie d'âge, vous avez évoqué cette stat dingue en demi-finale donc de l'Euroleague, des jeunes, j'allais dire 45 points face au Barça. Mais
aussi vu en pro faire déjà de sacrées dingueries face à de grosses équipes. Ce qui est absolument dingue, c'est qu'il sort du pôle France où il joue en National 1, en 3e division. On lui dit ouais, viens nous donner un coup de main en Betclic Elite, en première division. Et il arrive, il fait comme s'il a joué là-bas pendant 30 ans. Il a 17 ans, il a même pas encore 18 ans. Il a fait un carton. Son dernier match, c'était en play-off face à l'Asvel, donc une équipe d'Euroleague. Il finit à 26 points, 8 passes. C'est quoi ça? N'importe quoi. c'est complètement fou. Donc clairement, l'année prochaine, ça va être charnière pour lui parce qu'il est prévu dans le top 2 de la draft NBA. 2025. Voilà, donc pour moi, ce sera hyper important qu'il ait beaucoup de temps de jeu. Donc voilà, il sait où aller. Ça, ce sont les très très jeunes, mais on oublie presque qu'il y a un gamin qui est à Monaco, Mathieu Strazel, qui n'a que 21 ans. Bien sûr. Un autre qui a flambé du côté de Paris et qui nous régale par son jeu, Nadir Ifi. Bon, l'avenir, il est radieux, quoi. Oui, parce qu'ils sont jeunes. On peut dire, il va râler Mathieu parce qu'il n'aime pas qu'on dise ça. Mais si, il a 21 ans, c'est encore jeune. À 21 ans, j'avais pas son niveau, moi. Donc, non, l'avenir est vraiment radieux. En plus, on en a sur tous les postes. Donc, la concurrence, ça va être terrible, hein. Franchement, je vais me régaler à voir cette espèce de battle royale des talents français. Et en tout cas, on compte sur vous aussi pour couver ces jeunes talents et ces jeunes prospects, et notamment Armel aussi Traoré, dont on n'a pas évoqué. Tout à fait, Armel qui est passé par la Roca Team, qui est dans le processus de draft actuellement, et j'ai bon espoir qu'il soit drafté au 2e tour dès cette année en NBA. Vous pouvez nous donner un petit indice, une petite franchise qui s'intéresse au cas d'Armel Traoré? Alors, vous me forcez à trahir le secret des dieux. Oui. Eh bien, une conférence, allez, si vous voulez pas donner. Ouais, plus conférence Ouest. D'accord, voilà. On aura essayé de tirer les verres du nez d'Ali Traoré dans cette émission. Merci infiniment Ali d'avoir été avec nous, un plaisir comme d'habitude. Ouais, c'est un véritable plaisir, toujours. On vous laisse aller vous reposer après ces belles journées du côté de Berlin. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission des Experts Basket sur Monaco Info.